Oui, donc après vous pourrez commenter, interpeller aussi bien Philippe que moi-même. Donc encore 30 minutes. Oui, donc je découvre ce que Philippe écrit et je me suis intéressé à double titre. Il a suivi le séminaire, il s'intéresse même avec des démarches personnelles et originales. Et je ne vous cache pas que j'avais peur. J'appréhendais un peu. Je me suis dit, a priori, sa démarche va être pratiquement aux antipodes de ce que, par exemple, j'ai dit à la première conférence. Ne soyez jamais naturel, soyez un homme de théâtre. Donc je me suis dit, bon, je prends le risque. Je sais que son approche va pratiquement démonter tout ce que je radote sur le charisme extérieur. Donc, aux aguets, François. Et je suis heureux. Parce que tu donnes un éclairage intéressant, passionnant, et que j'ai pas de choix à faire. J'achète tout, à 110%. Et je trouve même intéressant la façon dont tu le fais. C'est riche, il y a beaucoup de choses que je pourrais commenter. Je vais en prendre comme ça vient. Et les films, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas vus non plus. Ces films m'ont passionné. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, les trois films? Oui, c'est vrai qu'il y a de l'intensité et de l'engagement. C'est exact. D'abord, il y a les sentiments de base. Un des trois points qu'évoque Philippe, là, il y a la présence, il y a le contexte, et il y a la volonté. J'achète. Je peux même dire que le charisme, c'est une volonté dans un contexte approprié. La même personne qui est charismatique en 46, en 45, est vidée du pays, je pense à De Gaulle, à Churchill en 46, 47. Il n'a rien changé, c'est le même. Sauf que le contexte est différent, il en compte. Souvent d'ailleurs, quand on réussit à faire des grandes mobilisations charismatiques intenses, en général, on ne fait plus le poids. Surtout qu'on a été très exigeant, on a fatigué les gens, donc en plus on a réussi les résultats de base, autant qu'on s'en débarrasse. Les grands vainqueurs, souvent, ne tiennent pas 2 ans. Le George, Clemenceau, Orlando sont vidés. Clemenceau n'est même pas président de la République. Tu recommences 45-46, Churchill, De Gaulle, ils tiennent pas 2 ans. Donc ce sont des intensités, des mobilisations intenses, mais au bon moment. Trop tôt, trop tard, c'est le violoniste dont tu parlais dans le métro. Lui, il n'a pas changé, c'est toujours le même, il est dans sa nature profonde, mais sauf que le contexte n'est pas là. Première intelligence du charisme, c'est d'être obsédé par le contexte. L'homme de la situation. Management situationnel. D'ailleurs, il y a des situations où on ne peut pas être charismatique. Certaines études qui ont été faites, c'est vrai qu'il est plus facile d'être charismatique quand on est dans les échelons élevés du pouvoir que quand on est dans les échelons plus bas. Quand la mission a des ingrédients un peu symboliques, conceptuels, on fait appel à des sentiments élevés, c'est plus facile d'être charismatique quand il s'agit de pousser une table. Là, c'est pas charisme, c'est charisme. C'est vrai qu'il y a des contextes où c'est beaucoup plus difficile. Le caporal à l'armée qui prend sa douche avec ses soldats, être charismatique, ça sera différent. Première chose que fait De Gaulle au passage quand il est prisonnier et qu'il est obligé de prendre sa douche, il n'a jamais pris sa douche dans son camp d'internement en Allemagne avec les autres confrères officiers. Il attendait toujours une demi-heure et il allait la prendre après. Donc il prenait une distance. Il créait un autre contexte, il changeait de situation. Donc une intelligence, une volonté dans un contexte approprié. Et puis l'intérêt, effectivement, c'est le troisième point, c'est la présence. Alors la présence, je reviens à les trois films, en quoi cette intensité des trois intervenants sont présents. En tout cas, rapidement, j'ai remarqué 2 choses chez les trois. D'abord, ils se basent sur un sentiment fort, y compris négatif. La première commence sa phrase par « j'ai peur ». Super. Je répète souvent d'ailleurs que la capacité à dire « j'ai peur » est la première marque du courage. Celui qui n'est pas courageux, d'ailleurs, commence toujours par cacher sa peur. Alors, capitaine, on va faire un coup, est-ce que vous avez peur? Et tout le monde s'attend, je vous dis le soldat, devant 60 personnes, et tout le monde s'attend à ce que vous tourniez autour du pot. Seule réponse à dire, c'est quoi? Oui. C'est tout. Densité, intensité, rien d'autre. C'est l'autre qui est sur sa fin. Et alors? Alors, rien. Bah, comment ça, rien? Bah non. C'est une vieille maîtresse. Je couche ensemble depuis 20 ans. T'as une autre question. Donc, cette capacité à gérer l'émotion sans émotion, à vivre son émotion, paradoxalement, en y étant un peu détaché. Parce qu'autrement, elle nous suggère, là, elle nous submerge, on ne peut rien faire. Donc, on se voit dans sa colère, on se voit. Alors, premier, c'est la peur, très intéressant. Cette femme parle 2-3 fois de la peur. Le deuxième, banal, c'est la colère.
Le dies irae, la colère de Zeus, la colère de Jésus dans le temple. Il n'y a pas d'autorité sans colère. Tu parles de puissance, de volonté, d'autorité. C'est triste à dire, je le regrette. Il n'y a pas d'autorité sans colère. Je ne suis pas bouddhiste. Et même les bouddhistes, quand on sait comment ils ont envoyé Tibet, on relativise l'absence de colère chez les bouddhistes. Pas de colère, soumission. Trop de colère, agression. Donc le vrai moment, c'est la vraie mesure, c'est quelle intensité, dans quel moment, par rapport à quelle cible. À quel moment je me mets en colère. Testament pédagogique de l'amiral Nolens en 1971, il dirigeait l'académie navale, l'école navale de France. Il part, il fait un testament. Messieurs les futurs officiers, mettez-vous 3 fois en colère par an, dont 2 simulés. Facilement, je répète. Messieurs les futurs officiers, mettez-vous en colère 3 fois par an. En 3, où je rajoute toujours à 4 comment s'en fait, 3 fois par an, dont 2 simulés. Alors, je ne dis pas qu'elle simule ou pas, en tout cas, il y a de la colère. Intéressant. Et puis le troisième, il vous fait le troisième, la honte, celui que je préfère d'ailleurs. La joie. Et dans la joie. Quand Philippe parle de présence, la première chose au présent, c'est de verbaliser ses émotions. Au bon moment, sur une bonne forme, et par rapport à la bonne cible. Je propose ce qu'on appelle un discours charismatique universel dans les gros moments de crise, ce qu'on appelle le discours aux 4 sentiments. Les 3, alors on en a mis 3, ça peut même être un peu la tristesse. Dans les personnages, Tintin, c'est celui de la tristesse. Il est toujours triste parce qu'il arrive des malheurs à ses amis, ce qui le mobilise. Peur, joie, colère, tristesse. Peur, joie, colère, tristesse. Des fois, vous changez l'ordre. Dans la vallée des fleurs, en gestion du changement, c'est général d'ailleurs, on gère chez les autres la succession de ces 4 comportements. Je prends une mesure difficile, de crise, en général, je m'attends à ce que dans le personnel, chez le syndicat, j'aurai d'abord la colère. Pas tout le temps, souvent. Et puis, c'est un peu l'euphorie de la colère. C'est l'illusion de ma force. T'agis pas. Laisse purger la colère. Et puis, là, tu commences à faire tes petites mesures de déménagement, tu fais tes décisions, la colère se transporte en inquiétude. Tiens, j'ai l'impression que le dirigeant, là, il tient le cap. Il commence à faire le déménagement. Ah, ma puissance d'impression par la colère n'a pas joué. Je commence à avoir peur que ça continue. Et puis, les choses se font, tristesse, regret, le passé. C'était quand même bien, là, on était, c'est dommage, maintenant, certains sont partis, on a vu certains, on est dans le local, c'est un peu triste, oui. Et puis, 2-3 ans sont passés, allez, fêtons la réinsertion dans un nouvel univers, après tout, il y avait aussi des choses bien dans cet univers. Colère, peur, tristesse, joie. Votre discours universel, ça peut être, mesdames et messieurs, je vous réunis. Je suis triste de vous présenter les résultats de la comptabilité de l'export. Et j'ai peur que si cela continue, nous serons obligés de fermer ce département. Ce qui me met en colère, compte tenu des investissements, des efforts que nous avons faits, on s'est battu sur cette notion. Pour ça, je vous propose un plan de redressement dont je suis sûr que vous et moi, nous aurons la joie, le plaisir de fêter le rétablissement d'ici 2-3 ans sur le marché export. Merci d'avance. Là, vous avez des intensités de sentiments. Je modérerai simplement en rappelant la grande phrase de Diderot, que les mauvais comédiens n'aiment pas, et qu'on appelle le paradoxe. Ces sentiments, pour bien les jouer, il faut justement pas trop les vivre. C'est le paradoxe du comédien. S'il fallait être voleur pour jouer les voleurs, disait Louis Jouvet, on n'aurait pas beaucoup de candidats au théâtre. C'est presque l'inverse d'ailleurs. Les voleurs jouent très mal, les voleurs. Les avares, lui disait les avares, il ne faut pas être avare pour jouer un pavon. Au contraire. Les avares ne jouent pas très bien, les avares. Donc ces sentiments vont vous envahir, mais vous allez être brechtien, au sens de la distance brechtienne. Les utiliser au bon moment. Oui, il y a un fluide, il y a une puissance en vous. Et cette puissance, vous pouvez la jouer, la canaliser, la déverser au bon moment, le kéros des Grecs, selon le bon endroit, la bonne cible, et selon l'intensité qu'il faut. Le débit. Grande erreur de Ségolène Royal. En 2007, face à Sarkozy, le dernier débat, on dit qu'elle a eu tort de se mettre en colère. Pas du tout, elle a tout à fait raison. Elle a joué le yang, hein, un peu le pouvoir, force, parce qu'elle jouait un peu trop le sourire permanent, même quand elle faisait des conneries qu'elle perdait. Lui, à l'inverse, il a joué un peu le je baisse la garde, je suis presque un peu mollasson, un peu dans la tristesse. Oui, parce qu'il essayait d'avoir l'ensemble, le camp d'en face. Sauf que le problème, c'est que Ségolène Royal, c'est pas d'avoir été en colère, elle a eu tout à fait raison.
c'est que paradoxalement, elle a été naturelle sur cette colère. Elle s'est laissée emporter. Donc elle a eu la mauvaise colère. La colère brute, et non pas sculptée, civilisée. C'est-à-dire qu'elle a eu une colère contre sa raison. L'Antiquité ne s'y trompait pas. Jamais de sentiment ad hominem contre l'homme. Alors s'il avait discipliné et cultivé sa colère, elle aurait une colère pour. Les charismatiques sont d'abord des gens du pour défendre une valeur. Ça demande un peu de formation. Paradoxalement, oui, la matière brute, elle est chez vous. Il faut la découvrir. Je valide. Mais une fois qu'elle est découverte, pensons à Rodin. Je suis impatient de découvrir cette forme qui me sépare de ma matière, de ma statue. Oui, il faut la matière. La matière brute, il faut la repérer. Il faut bien repérer son énergie. J'aime beaucoup ce terme d'énergie, volonté. Mais il y a la deuxième étape, le bon moment, la bonne cible, le bon débit. Ça demande beaucoup de pratique. Elle aurait dû se mettre en colère pour défendre des valeurs. Et le deuxième concept, les trois films qu'on a vus, et ça m'a beaucoup marqué, leurs sentiments n'ont pas été expliqués, mais disons, précèdent une explication. Quelle explication ils donnent à leur mobilisation intense? Ils parlent au nom de quelque chose qui les dépasse. Et ça, c'est j'insiste là-dessus, très intéressant. Le charismatique comment il va mobiliser sa volonté, son courage? Ça ne se mobilise pas comme ça. Sauf si on essaye de mettre tout ça au service, bien de ce qu'on appelle à l'époque le sublime. J'ai bien aimé quand tu parles des étoiles. Le père des charismatiques parle de l'un dit j'ai suivi ma bonne étoile, l'autre dit la providence. Ils évoquent tous quelque chose, finalement c'est une forme de modestie, qui les a conduits parce que ça les dépassait et qu'ils acceptaient de se mettre au service de ce dépassement. Ça peut être aussi la stratégie de en faire toujours plus. Mais plus, pas au sens quantité, au sens aller au-delà, aller plus loin que ce que naturellement, j'aurais envie de faire. J'aime bien cette phrase, j'y pensais tout le temps pendant que tu parlais. La phrase assez connue de Delphes, hein, connais-toi toi-même. Ce qui est dommage, c'est que la partie la plus importante de la phrase, on la cite jamais. C'est pas celle-là. Et tu connaîtras les dieux. Ah, ça vaut peut-être le coup qu'on s'arrête. Oui, on a des dieux en soi. Unique self. En te connaissant, et on verra comment se connaître, c'est plus que toi que tu vas connaître. C'est l'unicité divine qui est en toi. On peut même appeler ça le génie personnel. Quels sont tes dons divins? Plus tu acceptes de te connaître, plus tu verras qu'en part de toi, il y a quelque chose qui te connecte au grand tout, qui fait qu'en toi, tu as presque quelque chose de divin, d'exceptionnel. Il y a presque une parcelle de puissance divine en toi. Alors, ceci étant, une fois que tu as dit ça, il reste beaucoup à faire. Hein. Donc, il faut connecter sur beaucoup d'autres outils. Comment se connaître? J'aime bien cette phrase de La Rochefoucauld, on ne lit pas assez les moralistes français du XVIIIe siècle. Il leur a manqué à certains que d'avoir eu leur théâtre d'opération. On se connaît souvent dans le théâtre d'opération. J'en reviens au contexte, donc pas très bien. Mais pas n'importe quel contexte. Quel est le contexte où le théâtre d'opération, où le charismatique va découvrir en fait sa puissance? Difficile face à la télévision de découvrir sa puissance. La crise. C'est très difficile d'être charismatique quand il n'y a pas de crise. Alors, ça fait des petites crises. Disons, le défi, l'enjeu, ce qui n'est pas évident. Le charismatique, sa meilleure situation, c'est quoi? C'est quand les systèmes habituels ne fonctionnent plus. Parce que c'est ça une crise. Étymologiquement, l'étymologie de crise, qu'on retrouve dans cribler, dans discerner, c'est qu'on ne discerne plus l'essentiel. On se laisse un peu enfumer. On manque de lucidité. Les systèmes habituels ne fonctionnent plus. Les élites habituelles n'y arrivent plus. La crise devient mystérieuse, extraordinaire, impossible. Qu'est-ce que je fais? J'essaie d'abord de discerner en quoi elle devient extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus? Que les systèmes habituels et classiques, les systèmes ordinaires n'arrivent plus à la gérer. Le charisme, c'est un extraordinaire.
une volonté extraordinaire, un dépassement de soi extraordinaire. J'aime bien cette phrase de, je ne sais plus quel japonais avait fait un discours qui nous a fait un peu de mal il y a une vingtaine d'années. Il disait, vous, le problème des Occidentaux, c'est que vous avez soi-disant des gens extraordinaires, mais vous leur faites faire des choses ordinaires. Nous, on fait l'inverse. On prend des gens très ordinaires, mais on leur fait faire des choses extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Donc, dans cette notion de crise, je vais discerner le réel. C'est, et là je reviens à cette troisième notion, la présence. Le réel, ce que les stoïciens appelaient le ici et maintenant. Je vais discerner dans ce qui arrive quelque chose qui est vrai, la lucidité du réel, et non pas le déni du réel. Je vais accepter de faire face au réel. Ce qui veut dire prendre des risques, de m'exposer au réel. Et un des exemples que tu as très bien donné, c'est une façon de refuser le réel, par exemple, c'est de regarder derrière soi. Mais quelquefois, de regarder trop loin devant, c'est aussi refuser le réel. Beaucoup d'enfumeurs vont vous faire des promesses à 15 ans. Je cite personne, bien sûr. Non connectés au présent, non connectés au réel. Puis certains, vous évoquez des choses extraordinaires, divines, mais moi concrètement, comment je les mets en œuvre ici et maintenant. Bien certains vont enterrer. Non, mais il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes en France? Non. Les caisses de l'État sont vides? Pas du tout. Tout va bien, madame la marquise. L'obsession et du charisme et du courage, c'est la présence. Et la présence, c'est le réel. J'accepte de voir la réalité des choses. Tant que je ne vois pas le réel, je suis en crise. Je ne crible plus. Je ne discerne plus. Je confonds le réel et l'irréel. Je confonds mes fantasmes, mes rêves, mes besoins, mes désirs avec la réalité. Première notion, le réel, ici et maintenant. On trouve ça chez les stoïciens, en Chine, le ici et maintenant. Je commence à discerner, donc je sors de la crise parce que je discerne le réel, ici et maintenant, devant moi. Mais je vais me mobiliser par une puissance. Et cette puissance qui va m'élever, c'est quoi? C'est ce que font les trois. Je vais parler toujours au nom de quelque chose qui m'est supérieur. Et ça, je m'aperçois finalement, je ne parle pas assez de ce concept, le dépassement de soi. Et c'est en me dépassant que je peux aider les gens à se dépasser. En dépassant ma condition. Donc ça ne vient pas naturellement. Il faut être porté par quelque chose. Donc il y a toujours un aller-retour entre le culturel et le naturel, entre ce que j'ai de façon innée et ce que j'ai besoin de stimuler. En trouvant les bons endroits, les bons moments, pourquoi pas les bonnes personnes. Moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que les grands des grands modèles. Il y avait un livre qui s'appelait il y a quelques années ou quelques siècles, l'imitation de Jésus-Christ. Les grands, toujours des grands modèles. Alexandre est obsédé par Achille. Napoléon est obsédé par Alexandre, d'où l'erreur de l'Égypte. Hitler est obsédé par Napoléon, d'où le fait qu'il ne veut pas faire de la de Russie. Ça peut être aussi salaud et charismatique. Le charismatique, c'est pour une certaine cible, en l'occurrence pour Hitler, c'était Saint-Vincent, pour une certaine cible, à un certain moment, on croit tout ce que je dis, ce que je fais. J'ai une confiance totale en moi. J'ai une volonté de puissance, mais ça, c'est sur des termes militaires aussi, hein, qu'on peut retrouver chez des charismatiques saints et des charismatiques salauds. Ce sont souvent les mêmes termes. J'ai une volonté de puissance. Je suis le sauveur des situations. Je prophétise un avenir radieux. Et n'oubliez pas, comme c'est un contexte, le charisme, vous avez aussi beaucoup de gens qui détestent les charismatiques. Aucun charismatique n'a fait l'unanimité. Et d'ailleurs, première erreur pour ne jamais être charismatique, c'est de rechercher toujours l'unanimité. Non, vous aurez des tas de gens. Il y a eu des libelles contre De Gaulle, des libelles contre, je pense à Jeanne d'Arc, Churchill, et tous ces gens-là ont eu des ennemis, mais d'une férocité, d'une quantité extraordinaire. Ça ne fait pas des vieilles cartes. Parce qu'à chercher l'universel trop tôt et trop vite, c'est chercher la popularité. Et ça, c'est pas charismatique. Ça s'approche plus de la séduction que du charisme. Séduction, je sors du chemin. Charisme, je suis ma voie verticale, élévation, jusqu'aux étoiles. De Gaulle parle dans le fil de l'épée de trois notions. Lui, il appelle ça le magnétisme. Élévation. Dépassement, hauteur de vue. Caractère, qui passe par la volonté. Pourquoi pas? Et la réserve. C'est intéressant, la réserve, c'est lui qui le détaille. C'est un concept militaire, mais intéressant aussi. La réserve qui est faite de mystère et de distance. Toujours une distance aussi un peu à soi-même. Brecht parle très bien de ça. Il dit un bon comédien a une distance à lui. À dire, mais
pourquoi tu parles de comédie par rapport à tout ça? Parce que Philippe finit sur un mot intéressant aussi. L'obligation. Se sentir obligé. C'est une des trois lois fondamentales stratégiques du théâtre. Ça s'appelle l'obligation scénique. L'obligation de servir son personnage. L'obligation de sentir que tout ce que vous faites aura une conséquence, un effet très précis. À vous de le prendre ou pas le prendre. Vous êtes obligé. Les gens ont des cannes de tout dans la salle, vous ne vous arrêtez pas de jouer. Même si ça vous gêne. Vous servez votre personnage jusqu'au bout. Ça s'appelle l'obligation scénique. Me sentir obligé, mais par quoi? Par une auteur, par une grandeur, par quelque chose qui me dépasse. Donc, je reprends ces trois mots qui sont importants. 1, la volonté. Tu parles de pouvoir. Super, tu n'as pas parlé de force. Le pouvoir et la puissance, très intéressant. Mais c'est quoi la puissance? C'est une force que l'on conditionne. C'est une force que l'on met au profit de quelque chose. C'est pas une force brute, c'est une force publique. Et puis le contexte. Sentir que je fais les choses bon. Alors pour terminer, j'ai envie de dire ça, il faut l'interpréter. C'est bien, on a parlé de stratégie, tout ça, etc. Et ça commence par quoi la stratégie? Par votre corps. Et ce qui serait bien, c'est de respecter les trois lois de la puissance corporelle. Et le reste commencerait à être un peu plus crédible. Vous-même d'ailleurs, vous commencerez à croire encore plus possible cette ambition qui est la vôtre, ce dépassement qui est la vôtre. On va appeler ça les 3 V. Votre unicité, votre spécialité, c'est votre verticalité. J'aime bien cette phrase en Antiquité, César est seul. J'aime beaucoup cette phrase. César est seul. J'en réponds personnellement. Revendiquer toujours sa singularité, c'est pas simplement être original, c'est vrai que les charismatiques en général sont originales. Vous savez pourquoi Napoléon a un chapeau comme ça? Pas simplement parce que tout le monde l'avait comme ça. Et il a simplement décidé que lui, pour se distinguer, pas une nouvelle. La verticalité, vous vous distinguez des autres. Vous reliez des choses supérieures à des choses concrètes. Ciel et terre. L'élévation et le concret. La présence ici et maintenant concrète. Responsable, c'est dire j'en réponds personnellement sur ma tête. Et responsable, qu'est-ce qu'il se fait? Il perd sa verticalité et il dit il n'y a pas que moi, il y a tous les autres. Il est toujours dans un pluriel. Il est toujours à baisser sa verticalité. Donc cette notion d'élévation, cette notion solaire, votre verticalité corporelle, et jusqu'à la nuque. J'aime bien cette phrase des samouraïs, pousser la nuque contre le col. Alors certains l'ont aux épaules, et après ça décroche. Je pense à Raffarin, il y a 3 cm de décrochage. Mais c'est normal, il est cohérent, il parle de la France d'en bas. Bon, la France d'en bas, c'est vrai que... Non, toi t'es le haut et le bas. Tu relis le bas au haut et le haut au bas. Tu vises des choses ambitieuses, élevées, amples, de façon très simple. Humilité des moyens, ambition des fins. Les pieds dans la terre, on dit au théâtre et la tête au ciel. T'as des gens qui n'ont pas les pieds dans la terre. Je ne sais pas sur quel pied danser. Par contre, ils sont complètement bloqués du haut. Ça, c'est. Non, ça, c'est la personne qui est ancrée en toi. Mais par contre, il est très ouvert. Et qui reste. Donc, premier concept pour incarner tout ça, verticalité. L'unicité passe par la verticalité. Mais attention, l'ego, la solitude ou le moi, il ne faut pas trop verser non plus dans l'égotisme. Alors, vous allez faire de la dialectique parce qu'on verra que dans notre conférence que la dialectique est inhérente au charisme, c'est-à-dire une chose et son contraire. Les charismatiques sont contrastés. Très belle phrase de Paul Tudor dans ce fameux livre. Il y en a d'autres, pas sur la boue, mais celui-là, il a tout compris sur la puissance du chef. Il dit le magnétisme vient du contraste. C'est super bien tout. Le magnétisme vient du contraste entre la puissance intérieure et la maîtrise de soi. Selon, je rajouterai un certain complexe. Eh bien, le deuxième, c'est l'horizontalité du regard, la présence à l'autre, la conscientisation de ton contexte. En même temps que tu parles, tu dois sentir ce qui se passe ici, ce qui se passe là, les cheveux ici, la tête ici. Conscientisation permanente. Et ça, c'est le regard latéral. Charisme, on appelle ça le regard qui a 4 pieds.
Un regard permanent. Même quand tu réfléchis dans le regard de ta salle. D'ailleurs, elle te nourrit. L'altérité te nourrit. Un regard qui prend. Le regard des charismatiques, tiens, c'est un regard d'elle. Donc, je ne sais pas tellement que c'est un rapace. C'est un regard qui prend en compte le contexte, qui prend en compte l'autre, qui prend en compte la présence des autres, quitte à s'y adapter. Un regard permanent, un regard qui prend. Un regard papillonnant, la vie c'est la variété. Et un regard aléatoire, la vie c'est aussi la surprise. Ça, plus ça. Solitaire, solidaire. Ça fera la dialectique de l'angle droit. Vous êtes à la fois bienveillant, regard permanent, et vous êtes à la fois responsable d'une vocation, d'une certaine idée que vous vous faites de votre mission, de vous-même, de votre vie, de votre personnage. Le mot n'est pas très bien noté, mais plus que le soi au service de l'altérité, au service du dépassement, ben c'est aussi le personnage. Soyez authentique à votre personnage, à l'idée que vous vous faites des dieux qui sont en vous. Qu'est-ce qui m'appelle à faire? Quel personnage ils ont envie que je joue sur Terre? Que je joue ou que je devienne? Qu'est-ce qu'ils appellent en moi? Cette belle phrase dans la Bible, qu'as-tu fait de tes talents? Et le troisième, une fois que tu fais entrer l'énergie de l'altérité spatiale, une fois que tu gardes ta cohérence, ton alignement personnel, bah, il te reste à restituer ça. Et c'est le vouloir total. Votre troisième puissance, qui d'ailleurs en elle-même sera à la fois un peu forte et un peu douce, un peu yang-yin, un peu tonique et contrastée, c'est votre voix. Car c'est la voix qui montre la voix. Et les charismatiques sont d'abord des prophètes, des porte-paroles d'un avenir meilleur dont ils vous parlent maintenant. Donc l'incarnation de ces puissances que vous avez vues, élévation, dépassement, je parle au nom de quelque chose qui m'est supérieur. Les animaux, on a vu, les morts, comment ça s'appelle, Badinter fait parler des morts, c'est intéressant. La première qui a peur fait parler les animaux, fait parler. Ils parlent toujours de quelque chose qui ne sont pas eux, mais qui sont plus qu'eux, qui sont plus élevés. Verticalité, unicité, l'unique être. Contexte social permanent, intelligence de la situation, et puis oser être des porte-paroles. Pour montrer la voie, il faut donner de la voix. Le prophète, c'est la vision qui est verbalisée. Merci.